effectivement, je vais vous parler de Botany Bay, mais ce sera quelque chose, ce ne sera pas exclusif, ce ne sera pas que Botany Bay. En fait, je ne connaissais au départ Joseph Banks que comme le naturaliste botaniste du premier voyage de Cook. Pour moi, c'était ça, Banks, un point, c'est tout. Et en fait, j'ai eu deux occasions qui m'ont fait découvrir Banks. C'est dans le désordre au point de vue timing, mais peu importe. L'écriture de cet ouvrage où je donnais des voyages de découverte, je racontais des voyages de découverte, et bien évidemment, j'avais dans la tête de parler de Bougainville, de Cook, etc. Bon. Et puis, donc, je me suis remis dans les voyages de Cook, et puis, tout d'un coup, je vois l'importance de Banks, et puis l'importance de Banks au retour du voyage de Cook. Je vais vous en parler tout à l'heure. Deuxième élément où j'ai relu les voyages de Cook, c'est quand j'ai co-dirigé avec deux collègues l'expédition de biodiversité à Santo. Alors Santo, c'est là, hein, c'est-à-dire, vous voyez, ici on est au niveau des îles Salomon, ici la Nouvelle-Calédonie, Santo est là. C'est donc ici l'archipel qui est important ici et la petite île ici de Vanikoro, c'est là que la Pérouse fera naufrage et Botany Bay, dont je vous parlerai, est ici. Alors, dernière image, c'est une image qui m'émeut à chaque fois. Parce que quand je suis allé à Santo, il n'y a pas de route partout. Quand vous allez du sud au nord de l'île, eh bien, vous le faites en bateau. J'ai fait une traversée en bateau, une traversée de nuit par un ciel absolument prodigieux. Il n'y avait aucune pollution lumineuse. J'en rêve encore. Et arrivé au petit lever, c'était ça que je voyais. Et je venais de lire Cook et je me suis dit, je vois le même paysage que Cook. J'étais absolument ébloui, surtout qu'en arrivant, qu'est-ce que je vois arriver? Des pirogues à balancier, exactement décrites dans Cook, avec des papagaies. Je me dis, ça y est, c'est retour vers le futur. Enfin bon. Et puis, au fur et à mesure que les pirogues approchaient, je me rends compte qu'à la différence de Cook, ils avaient quelque chose sur le dos. Le quelque chose sur le dos, de loin, était bleu. Et après, quand j'ai regardé, eh bien, ils avaient tous le maillot de Zidane. Donc, voilà. Donc, je me retrouvais dans mon siècle. Alors, Banks, c'est un individu assez extraordinaire, une vie extraordinaire, une importance extraordinaire que même les Anglais ne savent pas très bien. Et pourquoi maintenant je connais bien Banks? Parce qu'à la fin des années 90, il y a eu en Angleterre donc un ouvrage qui est paru sur une biographie de Banks. Et d'autre part, en 98, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un colloque à Kew Garden sur Banks. Et donc, avec le colloque et la biographie de Banks, on s'y retrouve bien. Alors, Banks, donc, le point qu'il faut savoir dès le départ, c'est qu'il est d'une famille extrêmement fortunée, l'une des 5 familles les plus fortunées d'Angleterre à l'époque. Donc, ça allait bien. Retenez, pour toutes les dates que je vais vous donner tout à l'heure, retenez la date de naissance de Banks, 1743, pour que vous voyez un peu le déroulement au cours de sa vie. Alors, donc, il a une très bonne éducation, Harrow School, Eton College, puis il rentre à Oxford, à Christ Church, et à 18 ans, il est à Christ Church, il hérite de la fortune familiale. Son père décède, il hérite de la fortune. Alors, j'insiste parce que je trouve que c'est un trait de caractère incroyable. Quand on voit ce qui se passait dans la jeunesse dorée de l'époque,
quand on hérite d'une fortune, la plupart du temps, c'est la bamboula. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se servir de sa fortune pour acquérir des informations, pour acquérir de la science, pour faire partager la science et en partie la botanique. Et l'un des points importants, par exemple, il trouvait qu'à Oxford, l'enseignement de la botanique n'était pas bon. Eh bien, à ses frais, il fait venir Israel Lyons, qui était un très très bon botaniste, de Cambridge, à ses frais. Et donc, voilà, pendant 2 ans, Lyons faisait l'aller-retour entre Oxford et Cambridge pour expliquer sa botanique. Et après, il va faire venir Philip Miller du Chelsea Physics Garden. Bon. Maintenant, l'une des rencontres les plus importantes que va faire Banks, c'est celle de Daniel Solander. Daniel Solander, donc, un Hollandais qui est un des 17 apôtres de Linné, dont je vous ai parlé au tout début quand on faisait la présentation avec André. Et donc, Solander arrive à Londres et Solander va être tout le temps ensuite avec Banks, va le suivre. C'est un excellent botaniste. Vous voyez, l'âge, il a donc une dizaine d'années de plus que Banks. Alors, ils vont faire une première expédition à Terre-Neuve et au Labrador. Il va partir avec Daniel Solander et il va commencer à financer le travail de dessinateurs naturalistes. Et en particulier, il va faire venir Sidney Parkinson, ici, donc, qui partira avec lui sur l'Endeavour. Pendant qu'il est dans son voyage au Labrador, il va passer FRS, c'est-à-dire Fellow of the Royal Society. Donc, il rentre à la Royal Society en 1966. Donc, vous voyez, il a 23 ans. Il est à la Royal Society. Il n'a jamais écrit un mot de science, mais ça ne fait rien. L'argent peut aider dans ces cas-là. Et donc, il apprend qu'il va y avoir ce voyage de James Cook qui va partir pour le Pacifique et qui va faire le tour du monde. Et donc, il va proposer d'embarquer sur l'Endeavour. Et il propose d'embarquer à ses frais. L'Endeavour donc, est un bateau de la Marine royale, de la Royal Navy. Et donc, c'est, comme j'expliquais à Agnès, les Anglais qui savent naviguer savent que pour faire ce genre de voyage, il ne faut pas prendre une frégate ou un vaisseau de haut bord, mais il faut prendre un bateau avec beaucoup de contenance. Et donc, ça va être un charbonnier, 94 hommes à bord, 74 marins, 12 fusiliers marins et 11 civils. Dans les civils, donc, on va voir qu'il va y avoir Banks plus 9 hommes, donc Daniel Solander, Spurring, Parkinson et Buran qui sont des dessinateurs, Spurring qui va lui servir de secrétaire et qui part sur le marché et horloger, ce qui est important à l'époque. Alors, pourquoi l'Endeavour part? L'Endeavour part pour des raisons astronomiques, exclusivement astronomiques. Il y a ce qu'on appelle un transit de Vénus le 3 juin 1769. Il faut aller faire des mesures pour ce transit de Vénus. C'est-à-dire que c'est un voyage d'astronomie. Et les astronomes dans la Royal Society disent il faut aller là-bas. Il faut aller dans le Pacifique. Et en fait, vous voyez que Banks, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre par effraction, j'allais dire, comme naturaliste, il rentre par effraction dans ce voyage. Alors, Cook a 3 ordres. Premièrement, le transit de Vénus. Deuxièmement, eh bien, essayer d'améliorer le calcul de la longitude, en particulier avec les chronomètres qui sont embarqués. Et en dernier lieu, chercher une hypothétique Terra Australis Incognita, une terre que l'on croyait exister dans ce qui est dans le Pacifique et qui, suivant les astronomes, devait, entre guillemets, équilibrer les continents de l'hémisphère nord.
Alors, je vous ai mis juste les cartes des 3 voyages de Cook. Alors, je vous en parlerai donc bien évidemment longuement que du premier, mais un tout petit peu du deuxième. Donc le premier est en rouge, et vous voyez, juste au passage, je vous fais remarquer que pour le premier voyage, il passe le Cap Horn, et vous voyez, pour les deuxième et troisième voyages, eh bien, je suis gaucher, hein, alors c'est... Et donc, pour deuxième et troisième, il va passer par le Cap de Bonne-Espérance. Il va faire ce que font toutes les courses autour du monde actuellement. Si vous avez suivi la dernière course autour du monde, pareil. Et donc, ils passeront le Cap Horn de retour, d'ouest en est, parce que passer le Cap Horn d'est en ouest, c'est quelque chose de difficile. Alors, il va aller à Tahiti pour le transit de Vénus. Ensuite, il va, en rouge, vous voyez, il va aller en Nouvelle-Zélande, puis il va aller à Botany Bay. Puis après, c'est le retour. Juste un petit mot, parce que après, j'en parlerai plus du tout. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Regardez ce deuxième voyage en vert. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que des boucles. Il descend très bas. Hein, vous voyez ici, il fait des boucles. C'est la recherche de la Terra Australis Incognita. Et c'est là qu'il va prouver que cette fameuse Terra Australis Incognita n'existe pas. Puis le troisième, eh bien, à partir du pointillé, vous savez ce que ça veut dire. Ici, eh bien, Cook a été tué et ne reviendra pas de son troisième voyage. Alors, très rapidement, je vous présente quelques cartes pour vous montrer. Regardez, voilà, hein, la carte n'est pas si mal que ça, mais regardez ce qu'ils ont rajouté. Voilà la fameuse Terra Australis Incognita qui devait exister, qui a été rajoutée. Ici, la planisphère de Kepler, regardez, voilà la Terra Australis Incognita à rechercher. Tous les astronomes de l'époque étaient intimement persuadés de l'existence de ce continent. Alors, vous savez que pour calculer la longitude, je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, mais la meilleure manière, c'est d'avoir des chronomètres extrêmement fiables. Et donc, il va y avoir une lutte, d'ailleurs, entre les Français et les Anglais pour savoir qui aura les chronomètres les plus fiables. Et en fait, ils ont gagné tous les deux parce qu'ils ont arrivé avec des chronomètres extrêmement fiables. Et en particulier, donc, les chronomètres de marine de John Harrison étaient absolument extraordinaires. Et même, je trouve, de toute beauté, pour tout vous dire. Alors, qu'est-ce que le transit de Vénus? Le transit de Vénus, eh bien, c'est tout simplement, entre guillemets, une éclipse de Vénus. Mais comme Vénus est tout petit, eh bien, c'est une tache noire qui passe devant le Soleil. Et vous voyez qu'il va faire un trajet, qui va faire donc ici une ligne. Et en fait, quand vous mesurez quand vous regardez le temps auquel commence le transit et finit le transit en des points différents de la Terre, très éloignés, vous pouvez calculer la distance Terre-Soleil. Et donc, c'était quelque chose qui était absolument important, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Je vous ai mis les dates des transits de Vénus. Alors là, j'ai une admiration sans borne pour Kepler. Quand on imagine comment il faisait pour calculer, Kepler, donc, avait prévu, calculé que le 7 décembre 1631, eh bien, il y aurait un transit de Vénus. Alors, regardez un peu les moyens qu'il avait, hein, c'était extraordinaire. Le premier transit de Vénus observé est celui de 1939. Puis, il y en a un en 1761 et qui a été suivi par Marion Dufresne et son équipage. Et il y a celui de 69. Alors, celui de 69, vous comprenez pourquoi tout d'un coup, tout le monde se pressait, parce qu'après 69, le prochain, c'est 1874. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez en fait 2 transits de Vénus par siècle qui sont très proches l'un de l'autre. Et regardez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y en a eu le 6 juin 2012. Pour voir le prochain, il va falloir attendre 2117. Alors, ce transit de Vénus, voilà un livre publié, vous voyez, regardez un peu comment ça a été fait, sur le calcul et tout, voilà. Donc,
Cook arrive à Tahiti, va rester 3 mois à Tahiti, va construire un petit fort pour, là c'est un dessin de Spering, pour faire cette observation. Cette observation va bien se passer. Bougainville va faire la même chose de son côté d'ailleurs. Et donc, en fait, vous voyez, il va passer 3 mois à Tahiti, puis ensuite, alors, il va faire... C'est lui qui va... donc, c'est le fameux détroit de Cook qui est entre les 2 grandes îles de la Nouvelle-Zélande. Puis, il va passer à Botany Bay, puis revenir par Jakarta, puis ensuite Plymouth. Alors, Botany Bay. Botany Bay, eh bien, les marins, quand ils sont arrivés à Botany Bay, ils l'ont appelé Stingery Bay. Stingery, c'est la raie. Pourquoi? Parce que les eaux sont très claires, et quand ils ont descendu les angles qu'ils ont mouillés, etc., qu'ils ont regardé, il y avait plein de raies qui étaient donc sur le sable. Ils l'ont appelé Stingery Bay. Puis, ils ont débarqué. Solander, Banks et Cook débarquent. Ça s'est tout de suite très mal passé. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, voilà, j'ai pris une carte actuelle pour que vous voyez un peu les choses. Voilà la baie de Botany Bay. Botany Bay, vous voyez, est juste actuellement au sud de Sydney. L'aéroport de Sydney est là. Vous voyez ici Captain Cook's Landing Place. C'est ici qu'il a débarqué pour la première fois. Et j'en parlerai un tout petit peu si j'ai le temps. De l'autre côté, ici, vous avez un petit cap qui s'appelle la Pérouse. Et vous avez un jardin botanique qui est le jardin botanique de la Pérouse. Alors, ici, c'est un collègue australien qui m'a envoyé les photos. Alors, vous voyez, à partir de la Pérouse Museum, dont je vous ai présenté, vous voyez un peu comment c'est Botany Bay. Vous avez des buissons ici, dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, les dessins que je vous présente, là, sont les dessins qui ont été faits par Julien Norwood pour le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'arrêt commune qui a failli donner son nom à Botany Bay. Mais après, eh bien, quand ils sont descendus, ils sont arrivés, et comme Banks a dit, c'est le paradis du botaniste. Et l'une des premières choses qu'ils ont vues, c'est, alors ça fait un clin d'œil à ce que Patrick Blanc nous a dit il y a peu de temps, que, eh bien, ils ont un paysage très curieux. Ils ne voient pas des arbres en fût comme nos chênes, nos hêtres, etc., etc. Ils voient donc des arbres ou des arbustes qui partent en buisson de la base, ce que l'on appelle donc en malais, et en particulier, vous avez beaucoup de ce Corymbia gumifera, donc une myrtacée. Alors, les buissons dont je vous parlais tout à l'heure, ces buissons tout à l'heure, c'est donc une plante extrêmement particulière, une famille des Proteacées, qui a été donc baptisée par Linné le Jeune, le fils de Charles Linné, Banksia integrifolia. Et cette Banksia integrifolia va donner tous les buissons que l'on a autour de Botany Bay. Pour un petit clin d'œil quand même, pour vous montrer le spécimen original de Banksia integrifolia cueilli, alors, est-ce par Banks ou est-ce par Solander? À mon avis, c'est plutôt Solander. Et donc ici, donc c'est le type donc qui était au jardin de Kew d'abord et qui a été envoyé à Sydney pour rendre grâce donc à Cook et à sa découverte. Alors voilà par exemple des buissons de Banksia autour de Botany Bay. Et donc, ils vont trouver des choses étonnantes, comme par exemple ici cette cicadale. Comme je savais qu'on parlait de Welwitschia, je me suis dit, après tout, je présente une cicadale. Et ils vont trouver quelque chose, je vous rappelle, enfin, on n'en a pas trop parlé, mais qui, à l'époque, était un problème pour les botanistes. Le problème pour les botanistes était le suivant. On a une flore pour, disons, l'Europe,
Mais quand on va chercher des plantes, disons en Australie ou en Afrique, est-ce qu'il faut faire une flore particulière pour le continent ou est-ce qu'on peut tout regrouper en même temps? Et curieusement, eh bien, ils vont trouver des plantes qui se retrouvent avec des formes particulières, mais qui se retrouvent dans les familles connues en Europe. C'est pour ça que je vous ai mis ici cette bruyère à forme de fuchsia. Donc, c'est facilement une bruyère. Eh bien, ici, une violette qui est donc tout autour de Botany Bay, donc Viola Banksy. Et autrement, les protéacées, par exemple, bien évidemment, c'est quelque chose de complètement différent. Ou qui a été appelé malheureusement chêne des marais, qui est de la famille des Casinuaracées, qui ne ressemble pas d'ailleurs tellement à un chêne, pour tout dire. Autrement, donc, vous avez ici une autre protéacée, du genre Grevilla, qui... Enfin bon, je crois que je vais m'arrêter sur ces petits commentaires parce que je vais perdre trop de temps. Et autrement, ici, cette plante qui est particulièrement intéressante, et surtout qu'elle est donc propagée par des oiseaux particuliers que Banks et Solander décrivent un petit peu, mais sans trop aller dans le détail. Ils vont aussi prendre quelques insectes. Alors celui-ci, on ne sait pas si c'est Botany Bay ou un peu plus haut Cooktown, mais quelques insectes. Ils vont voir des bestioles particulières comme les wombats ou les phalangères. Et donc, au bout d'une semaine, ils partent. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'ils ont failli pas revenir, étant donné qu'ils ont fait naufrage au niveau de la grande barrière de corail, et que Cook a réussi à sauver son bateau. Et quand vous lisez les choses, vous dites, comme marin, c'était quand même la grande classe. Et donc, ils sont rentrés dans une rivière où il a pu le mettre à sec, le réparer et repartir. Le dessin ici de Sidney Parkinson, dont je vous ai déjà parlé. Et bien évidemment, maintenant, cette rivière s'appelle l'Endeavour River. Et c'est sur cette Endeavour River qu'a été fondé Cooktown. Ils reviennent par Batavia, où là va se passer une catastrophe absolue. Batavia, donc Jakarta, et la catastrophe absolue, ça va être sans doute une fièvre jaune. Eh bien, alors qu'il n'avait perdu aucun homme auparavant, eh bien, il va perdre 38 hommes d'un coup, dont en particulier Sidney Parkinson, qui va décéder. Retour à Plymouth, c'est le triomphe absolu. Le triomphe absolu, et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que le triomphe absolu, ça va être plus celui de Banks que celui de Cook. Pourquoi? Pour une raison, c'est que Banks, vu sa famille, sa fortune, est reçu dans tous les salons londoniens. Cook, lui, ce n'est qu'un marin. De lieutenant de vaisseau, il va passer quand même capitaine de frégate immédiatement, c'est-à-dire commander en anglais. Mais bon, on le reconnaît quand même. Alors ici, vous avez ce célèbre tableau qui le représente. Voilà, ici, vous avez Cook. Ici, vous avez Banks. Vous remarquez que Banks est le seul qui est assis. Derrière Banks, vous avez Solander. Ici, sur le côté, vous avez Eckworth, qui est l'éditeur du livre de bord de Cook. Et vous avez ici Montagu, le comte de Sandwich, qui est le premier lord de l'amirauté. Le premier lord de l'amirauté est debout derrière, avec Banks assis devant. Vous voyez donc ce que ça voulait dire à l'époque. Regardez un autre tableau. Voilà Banks qui se fait peindre avec, vous voyez, tout ce qu'il a pu ramener comme objet particulier de là-bas. Donc, il se fait sa pub. Il se fait tellement sa pub que on demande l'amirauté, enfin la Royal Society d'abord, et
par son intermédiaire l'amirauté, demande à Cook de repartir immédiatement, parce que c'est très bien ce qu'il a fait. Il y a eu tout ça, mais il n'a pas résolu un problème, il n'a pas résolu la Terra Australis Incognita. Donc, allez-y, Banks, d'accord. J'attire votre attention sur le fait que la grande majorité de l'équipage de Cook a été d'accord pour repartir avec Cook. Ce qui veut dire que Cook était quand même un capitaine assez extraordinaire. Et donc, Banks va faire ce qui correspond pour moi à la seule faute politique qu'il ait jamais faite de sa vie, parce que vu sa carrière après, il n'en a pas fait d'autres. Eh bien, j'ai trouvé dans des journaux, les titres des journaux, c'était « Sir Joseph Banks va repartir dans le Pacifique », etc. C'est-à-dire que Banks, qu'est-ce qu'il fait? Entre guillemets, il veut prendre le pouvoir, c'est lui qui veut commander. Mais il n'a pas compris ce que c'est qu'une marine de guerre, Royal Navy. Est-ce que vous imaginez qu'à la Royal Navy, on va laisser un Pékin commander? Donc, Banks a été mis de côté. Donc, il va y avoir d'autres botanistes qui vont partir à sa place, des très bons botanistes. Et au retour du deuxième voyage de Cook, eh bien, Cook revient avec un Tahitien du nom de Omai, qui va être présenté dans tous les salons de Londres. Et regardez les tableaux, Omai, il n'est pas avec Cook, il n'est pas avec qui? Avec Banks et Solander. C'est-à-dire que vous voyez que même s'il n'a pas été dans le deuxième voyage, eh bien, il réussit à tirer les marrons du feu. Maintenant que Banks revient, eh bien, il va avoir après ce deuxième voyage de Cook, puis après, il va y avoir le troisième, mais je ne vais pas vous en parler. Eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire le fait qu'il va prendre en main la Royal Society. Et en 1778, il va se faire élire président de la Royal Society. Il n'a toujours rien publié. Il n'a toujours rien publié. Et il va rester président à vie, donc 41 ans de présidence de la Royal Society. 41 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte que je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait plein de choses. Comme président de la Royal Society, il est devenu conseiller puis confident du roi George III. Si vous voyez les dates, c'est à peu près la même génération. Il va être conseiller dans le conseil privé du roi en 1897. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réorganiser les sciences anglaises. En particulier la Royal Society qui est, disons, sous la figure tutélaire de Newton. C'est les astronomes et les mathématiciens qui font la loi. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rentrer les sciences naturelles. Il va faire rentrer les sciences naturelles en grande quantité à l'intérieur de cette Royal Society. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il ne va pas le faire au détriment des matheux et des physiciens. Il va s'allier avec le physicien connu Henry Cavendish. Et donc, il va y avoir toujours de la physique et des mathématiques, mais enfin, en plus, il va y avoir des sciences naturelles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer ces sciences naturelles et les sciences appliquées, et il va faire une série de choses absolument extraordinaires. Par exemple, c'est sous l'initiative de Banks que les jardins botaniques de Kew vont être achetés par le roi. C'est à partir de ce moment-là que Kew Garden devient un jardin royal avec tout le financement qui va avec. Et donc, c'est le début, j'allais dire, de la grande botanique anglaise.
Il va donc pousser son ami richissime également, James Edward Smith, qui est un botaniste également, à acheter le fonds Linné. Linné, donc Carl Linné décédé, Carl Linné le jeune décédé, le fonds est en vente. Eh bien, on va acheter tout le fonds Linné. Le fonds Linné, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'herbier de Linné, ça veut dire tout les artefacts de Linné, ça veut dire tous ses manuscrits, ça veut dire toute sa bibliothèque, et vont fonder la Linnean Society of London, cette Linnean Society dont vous avez déjà entendu parler, parce que vous avez vu le papier de Darwin et de Wallace qui était à la Linnean Society, et puis je ne sais plus quel autre papier important qui a été présenté encore, qui était aussi publié à la Linnean Society. Juste un petit clin d'œil à Kew Garden, et Kew Garden va se développer, il va y avoir des entrées d'une quantité de plantes. Alors j'en ai choisi une, j'ai choisi le Strelitzia reginae, parce que je me suis dit qu'il y en a plein peut-être d'entre vous qui, d'une part, connaissent cette fleur, mais qui se demandent peut-être pourquoi elle s'appelle Strelitzia. Eh bien, elle s'appelle Strelitzia parce que la reine Charlotte, la femme de Georges III, est issue du grand-duché de Mecklembourg-Strelitz. Donc, Strelitzia reginae, donc voilà, dédiée à la reine. Puis Banks se transforme, j'allais dire, si je fais la comparaison, ce serait comme si c'était un ministre de la Recherche. On est en France, c'est comme si le ministre de la Recherche avait rendez-vous toutes les semaines à Matignon et à l'Élysée, et à chaque fois qu'il disait quelque chose, eh bien, le roi suivait. C'est un rêve, n'est-ce pas ? Alors, regardez, Banks, vous voyez, entre-temps, il a grossi un peu. Là, il fait un peu Ramina-Grobis, dirais-je. Et vous voyez qu'au point de vue, on voit bien qu'au point de vue politique, il se débrouillait bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son influence pour développer tout ce qui est horticulture, acclimatation, élevage. Alors, il va faire venir des plantes. Bon, il va essayer d'acclimater avec plus ou moins de succès, par exemple, ce qui est connu, le lin de Nouvelle-Zélande, l'épinard de Nouvelle-Zélande, qui n'ont rien à voir avec le lin européen, l'épinard européen, bien sûr. Mais surtout, il va faire des choses qui sont absolument fantastiques. Les, disons, futures colonies anglaises, eh bien, il va comprendre qu'il y a moyen de faire transférer, suivant avec les mêmes climats, il va faire transférer le camphrier, qui est originaire de Chine, il va le faire transférer en Jamaïque. Le manguier, qui est originaire d'Inde, il va le faire transférer également en Jamaïque. Et sa réussite la plus exceptionnelle d'un point de vue économique, ça va être que le théier de Chine, il va faire des plantations en Inde et à Ceylan. Et donc, vous imaginez, le thé indien, le thé de Ceylan, on en parle toujours. Hein. Et c'est Banks qui a favorisé ça. Et juste un petit clin d'œil pour dire, c'est pas des plantes, mais c'est ici de l'animal. Il va il va réussir même à développer la laine anglaise, à améliorer la laine anglaise. Et pour cela, il va faire venir des mérinos de France. Ces mérinos de France, les troupeaux de mérinos en France sont sous la coupe de Daubenton, compère de Buffon. Et ces broussonnets dont il a été question hier, hein, si vous vous souvenez, c'est le même broussonnet qui était à Londres, que Banks avait fait rentrer à la Royal Society et qui va servir d'intermédiaire, et les mérinos français vont servir à améliorer la laine anglaise. Je fais un petit clin d'œil aussi pour le théier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de non-botanistes qui ne savent pas que le théier est un camélia, je pense. Hein?
pareil, c'est une chose peut-être importante à dire, et que le camélia, dans ce cas-là, s'écrit avec 2 L, et pas comme dans la Dame aux camélias. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, donc vous voyez l'importance, il commence à réorganiser les espaces, et il continue. Et qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que les voyages d'exploration, c'est absolument extraordinaire pour la science, mais aussi pour le commerce. Et il va favoriser une quantité de voyages d'exploration. Je vous en ai fait un tout petit digest. C'est lui qui va faire partir Mungo Park en Afrique. Mungo Park qui va remonter le Niger. On en a parlé hier. Il va envoyer en Afrique James Bruce, qui va découvrir le Nil bleu et le Nil blanc. Il va, alors un nom peut-être connu de tout le monde, George Vancouver, qui va partir pour essayer de trouver le passage du Nord-Ouest en passant le détroit de Bering. J'attire votre attention sur ce fait que George Vancouver, il était midship sur la Resolution, c'est-à-dire le 2e voyage de Cook, puis sur le Discovery, le 3e voyage de Cook. Vous voyez l'importance considérable des voyages de Cook. On va prendre ceux qui étaient jeunes officiers Cook pour aller continuer à faire des voyages donc d'exploration. Brésil et Australie, il va envoyer Cunningham. Il va y avoir le voyage de Matthew Flinders, qui va faire le tour de la Tasmanie d'autre part, puis qui va faire le tour de l'Australie. Et au niveau de le tour de l'Australie, il va y avoir la rencontre avec l'expédition de Nicolas Baudin sur le Géographe à une baie, la baie de la rencontre, qui s'appelle toujours Encounter Bay. Et c'est à ce moment-là que, eh bien, il y a eu la bascule, à savoir est-ce que l'Australie va être française ou est-ce que l'Australie va être anglaise. Vu l'agressivité de Flinders par rapport à Baudin, Baudin a jugé bon que ce n'était pas la peine de se canonner à ce moment-là. Et donc, Flinders a plus ou moins gagné. Et puis après, on verra comment l'Australie est vraiment devenue anglaise. L'expédition de la Bounty. La Bounty, pourquoi la Bounty? L'idée, c'était de faire venir l'arbre à pain dans la Caraïbe, aller la chercher dans le Pacifique, la faire venir à la Caraïbe. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guerre aux États-Unis, entre l'Angleterre et les États-Unis. Donc, les esclaves qui sont sur les îles de la Caraïbe, eh bien, ne peuvent plus être nourris parce qu'on ne peut plus aller sur le continent. Comment faire pour les nourrir? On va faire venir l'arbre à pain. Qu'est-ce qu'on va chercher? Le capitaine William Blight, dont il a été question tout à l'heure. Ce capitaine William Blight, il était maître d'équipage, Bosco, au cours donc du 3e voyage de Cook. Vous voyez, c'est toujours, il va chercher les bons marins de Cook. Et Blight n'était, quand vous lisez la vraie histoire, Blight n'était pas aussi méchant que ce que l'on dit dans le film. Puis, en dernier lieu, les Anglais ont un problème de prison. Ils ont plein de forçats. Que faire avec ces forçats? Alors Banks dit, mais il y a une idée, si on les envoyait en Australie. Comme ça, là-bas, ils nous foutront la paix, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc la première flotte, dite la First Fleet, part pour Botany Bay, avec 11 bateaux, si mes souvenirs sont bons, 11 navires, avec 730 forçats. Ils arrivent à Botany Bay. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent, ils commencent à s'installer, et tout d'un coup, il y a une vigile anglaise, 2 voiles en vue. Branle-bas de combat. Les 2 voiles en vue qui arrivent, eh bien, c'est la Pérouse. La Pérouse arrive 2 jours après l'arrivée de la première flotte à Botany Bay. Alors, je vous raconte la vraie histoire, parce que quelquefois,
on dit la coïncidence est étonnante. La coïncidence est étonnante, effectivement. Après tout, il y a des coïncidences qui sont étonnantes. Mais ce n'est pas une coïncidence du tout. Parce que regardez ce que la Pérouse faisait. Il était en train de, entre guillemets, visiter tout le nord du Pacifique. Et donc, à un moment donné, ici, il arrive au Kamtchatka, à Saint-Pierre et Saint-Paul, donc en septembre 87. Mais à Saint-Père et Saint-Paul, il trouve une lettre venant de Versailles. Cette lettre venant de Versailles, il lui dit, ben voilà, nos espions en Angleterre viennent de voir qu'il y a une flotte importante d'une dizaine de navires qui doit partir pour l'Australie. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Vous avez ordre d'aller voir ce qui se passe. Au passage, il va y avoir un homme de l'équipage de la Pérouse qui va débarquer. C'est un nom que vous connaissez bien. C'est un de Lesseps qui débarque au Kamtchatka comme consul de France en Russie, puis du Kamtchatka, eh bien, va traverser toute la Sibérie, puis il va aller jusqu'à Moscou, puis après Saint-Pétersbourg. Donc regardez, vous voyez, il est en train ici, il a été à Formose, après il remonte ici dans le Japon, il fait les îles Kouriles, il arrive au Kamtchatka, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout d'un coup, regardez, ils disent ça paraît un petit trait, là, mais quand même, ça fait quelques milliers de kilomètres, disons à 10 nœuds, ça fait du temps. Hein. S'il fait ça, il le fait, comme je disais à Agnès, il le fait, à mon avis, à contre-cœur, mais écoutez, c'est un militaire, il obéit, et qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, il arrive à Botany Bay, et puis qu'est-ce qu'il dit? Il voit que la flotte est là, ça y est, il a bien raison. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, il arrive à Botany Bay, et pour une fois, la France et l'Angleterre ne sont pas en guerre, donc ils ne se canonnent pas. Et ce que va faire la Pérouse, c'est qu'il va avoir pitié de tous les forçats qui sont débarqués, où il n'y a rien pour les accueillir, et il va mettre à la disposition des officiers anglais tous les menuisiers de ces bateaux, de ces deux bateaux, ils sont deux, de ces deux bateaux, les menuisiers, pour faire des cabanes, pour que, eh bien, il puisse y avoir un abri pour ces pauvres personnes. Puis ensuite, il va repartir et donc il va sombrer à Vanikoro. Alors maintenant, pourquoi ce que doit Darwin à Banks? Alors, il y a plein de choses. Et je suis assez content parce qu'il y a plein de choses dont on a déjà un petit peu parlé. Le premier point quand même qu'il faut savoir, c'est que le grand-père, donc Erasmus Darwin, était de la Royal Society et était ami de Banks. Donc, en fait, il y avait déjà une connexion, et curieusement parlant, donc, sa zoonomie, qui est assez absconse, il faut bien dire les choses comme elles sont, mais disons, avait déjà un relent de transformisme. Le deuxième point, c'est que le fait que les jardins de Kew deviennent royaux fait qu'il va y avoir, entre guillemets, une place essentielle pour des botanistes d'exception. Et il va y avoir, bien évidemment, d'une part Henslow et d'autre part Hooker, qui vont donc soutenir Darwin. Et oserais-je dire, s'il n'y avait pas eu Banks, il n'y aurait pas eu Kew Garden, et je pense qu'il n'y aurait pas eu de Hooker, au moins pas aussi important, et pas avec le soutien que Darwin aura. Naturellement, vous savez que Darwin est parti sur le Beagle pour 5 ans, donc 10 ans autour du monde, en fait, principalement donc, en Amérique du Sud. Mais le point important, si vous voulez, pour moi, c'est que
Banks, comme je vous ai dit, est rentré par effraction comme naturaliste dans le premier voyage de Cook. Et après, il va y avoir un côté, entre guillemets, naturel, que lorsque des bateaux de la Royal Navy partent, sauf en cas de guerre, mais pour donc des explorations, qu'il y ait des naturalistes sur ce bateau. Et donc, quand Fitzroy a demandé à ce qu'il ait, entre guillemets, un compagnon un peu éduqué pour pouvoir causer le soir dans sa dunette, eh bien, ça n'a pas choqué du tout la Royal Society. Et d'autre part, la chose qu'il faut savoir, c'est que Darwin est également d'une famille extrêmement fortunée. Et son voyage sur le Beagle, il va le financer. Vous voyez donc qu'il y a une espèce de parallèle entre les deux. Et oserais-je dire que Darwin est parti, disons, comme piètre naturaliste et revenu comme déjà assez bon naturaliste. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je l'avais indiqué, je ne l'ai pas soulevé, c'est que Banks, il a fait quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il a financé la fin de la carte géologique de l'Angleterre. Et bien évidemment que, finançant la carte géologique de l'Angleterre, eh bien, Charles Lyell, dont on a parlé, eh bien, va en profiter et va donc publier ses principes de géologie. Et comme ça a été dit hier, Darwin va partir avec le premier volume de cet ouvrage et en cours de route, je rajoute, il va recevoir le deuxième volume donc lorsqu'il est en Amérique du Sud. Et bien évidemment, pas de carte géologique, pas de Lyell, pas de principe de géologie, pas d'idée d'uniformitarisme. Eh bien, à peu près en même temps, vous avez deux individus exceptionnels qui vont partir, eux aussi, faire des études naturalistes, tout d'abord en Amazonie, Wallace et Bates en Amazonie, puis ensuite Wallace ira en Indonésie, île de la Sonde. Et en fait, ils partent avec l'idée de quoi? L'idée d'essayer de comprendre l'origine des espèces en essayant de trouver des familles qui puissent être faciles à observer pour comprendre comment les nouvelles espèces peuvent arriver. Et donc, en fait, alors ici, voilà la phrase que Bates écrit à Wallace juste avant qu'il ne parte pour l'Amazonie. Les spécimens locaux ne suffisent plus à mon étude. Ils n'apportent rien de nouveau. Je voudrais examiner une famille tout entière, principalement dans la perspective de la théorie de l'origine des espèces. 48, rien n'est encore publié là-dessus. Le terme d'origine des espèces n'existe pas encore dans l'édition. Vous voyez qu'il y a, disons, une ambiance en Angleterre eh bien voilà, les espèces arrivent, il peut y avoir comment faire. Et en fait, ce que Bates va faire, c'est quelque chose qui ne s'explique que dans le cadre d'une théorie évolutive. Il va étudier le mimétisme. Ici, vous avez deux papillons, un du genre Methonia, un du genre Patia, qui donc ne sont pas de la même espèce, ni du même genre, ni de la même famille. Et si vous regardez, à mon avis, je pense que vous avez l'impression que ce sont les deux mêmes. Donc c'est du mimétisme, et ce mimétisme n'est expliqué que si on est dans un cadre transformiste. En dernier lieu, point clé, le travail de Banks qui favorise l'adaptation, qui favorise la sélection, que ce soit animale ou végétale, en Angleterre. Il y a donc tout un mouvement qui se fait, qui est déjà amorcé au siècle précédent, mais auquel il va donner
un accès beaucoup plus important. Le terme que va utiliser Banks, c'est « je favorise la botanique économique ». Je favorise la botanique économique. Donc on fait de l'adaptation, on fait de la sélection. Et bien évidemment, vous savez que Darwin va s'intéresser énormément au travail de sélection et que c'est l'étude de la sélection artificielle qui va lui donner à un moment donné l'idée de la sélection naturelle. Donc j'ai mis les pigeons là parce que c'est peut-être le modèle qui va être le plus important pour lui, mais j'étais content d'entendre le Darwin botaniste hier. Eh bien, donc, en dernier lieu, je repense à Joseph Hooker, le fils de William, qui est le gendre d'Henslow. Henslow, c'est celui qui l'a favorisé pour aller sur le Beagle, et donc qui, lui aussi, va faire un travail de botaniste sur un bateau. Il va partir sur les rébus avec James Ross, celui de la barrière de Ross. Il va faire de nombreux voyages, il va devenir directeur de Kew Gardens, et il va devenir, après son père, il va devenir vraiment le confident de Darwin. C'est le Hooker dont on a parlé hier. Donc, les points clés de l'apprentissage de la pensée de Darwin. Travail de naturaliste de terrain sur le Beagle. Échange avec les zoologistes et botanistes professionnels, que ce soit Owen, Huxley, Gould, Hooker. Importance du temps géologique, Henslow, Lyell. Échange avec les sélectionneurs anglais. Donc, en fait, à partir de là, donc, il va y avoir deux idées clés chez Darwin, qui va être pour un, la descendance avec modification, qui fait que l'idée qu'il y a une histoire de la vie sur Terre, c'est à partir de ce moment-là, on peut dire que les sciences zoologiques et botaniques deviennent une science historique, et bien évidemment la sélection artificielle. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que, et là André Langanet en a un petit peu parlé hier, on a tendance à déifier Darwin. J'attire votre attention sur le fait que Darwin n'aurait pas existé. Eh bien, il y aurait eu Wallace qui présentait la sélection naturelle avec cette idée qui était moins détaillée de descendance avec modification. Je vais pouvoir faire une toute petite parenthèse sur Wallace. Wallace est tombé dans un piège. Wallace est tout jeune. Il est à Ternate, qu'on a vu sur la carte tout à l'heure. Et il écrit à Darwin son idée de sélection qu'il a eue quasiment au cours d'une crise de paludisme. Il s'est réveillé, Eureka, etc. Il est tout jeune, il écrit à Darwin. Et donc, vous savez, l'histoire, après, on publie sa lettre en même temps qu'un écrit de Darwin. Mais Wallace est tout jeune, ce n'est pas un universitaire. C'est un autodidacte. J'allais dire, pour caricaturer, c'est comme si c'était actuellement, comme si c'était peut-être en autodidacte, un mémoire de master qui envoie à celui qu'il imagine être le grand maître, qui envoie son idée. Et donc, après, il y a plein de philosophes des sciences qui comparent l'écrit de Wallace et l'écrit de Darwin en disant « Ah ouais, mais Wallace, là, c'est un peu faible, là, son argumentation, là, puisque Darwin, regardez comme c'est faux. » Mais oui, mais le papier de Darwin, c'est donc 20 ans de réflexion. Le papier de Wallace, c'est une semaine de réflexion. Donc, il faut savoir comparer ce qui est comparé. Et donc, Wallace, il a été publié, mais... quand même, Wallace, c'était un sacré bon naturaliste. J'avais cette petite parenthèse que je vais pouvoir vous donner, donc que j'ai eue par collègues australiens sur le devenir des paysages de Cook. Et donc, en fait, vous voyez, Botany Bay, là voilà,
Voilà ici où je vous ai montré où a débarqué Capitaine Cook. Voilà où a débarqué la Pérouse. Vous voyez qu'ici, on est au niveau du Cape Banks. Et donc, vous avez ici la Pérouse Botanical Garden, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Ici, vous avez la George River. George, c'est George III. Hein. Et donc, voilà la carte qui va y avoir après le retour de Cook. Voilà ici, donc, à l'endroit où a débarqué le capitaine Cook, le monument qui a été fait. Et voilà le dessin qui a été fait en 1875. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, on est un siècle plus tard. Et regardez ici, tout ça, tous ces buissons-là, ces Banksia integrifolia. C'est vraiment comme, disons, le même paysage que celui qu'a vu Cook. Et voilà la photo ici, première photo a priori. Alors donc ici, vous avez un embarcadère qui a été construit. Voilà où est le monument de Cook. Et vous voyez que Banksia a complètement disparu. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va planter une quantité d'araucaria. Tout est nu, et des araucarias qui viennent de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, mais peu importe. Et donc, voilà ce qui va se passer. Regardez, photo en 2005. Eh bien, vous voyez, il n'y a plus de Banksia, il n'y a que des araucarias. C'est un sabotage intégral, quand même, d'un paysage absolument mythique. Et alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Les botanistes ont réussi à le faire à Sydney. Eh bien, ils vont commencer à restaurer tout ça, c'est-à-dire abattre tous les araucarias. Alors, bien évidemment, vous imaginez qu'il y a « Oh, il ne faut pas toucher, c'est des araucarias qui sont vieux, etc. etc. » Et donc, ils veulent remettre tout en Banksia integrifolia, essayer de restaurer ce paysage absolument mythique, il faut bien le dire. Et cette fois-ci, je peux dire merci de votre attention.